bien le bonjour ou même bien le bonsoir, messieurs, dames, parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, il fait déjà nuit, donc je suis avec un petit thé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Moi, je suis en pleine forme et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous avez pu voir, on va parler des nouveautés du moment. C'est qui s'est passé un peu dans la scène de la musique parce qu'il y a eu pas mal de petites choses, pas mal de petites polémiques. Oui, malheureusement, il y a un retour de Linkin Park, il y a un retour de LL Cool J. Ça, c'est une bonne chose, pas forcément une polémique. On va en parler. Et évidemment, le Super Bowl, messieurs, dames. Alors, sans plus attendre, lançons le générique. Messieurs, dames, parlons en tout premier lieu du Super Bowl qui va se dérouler à la Nouvelle-Orléans en 2025. On nous annonce sur le site directement de la NFL et même sur le compte Instagram de Kendrick Lamar que celui qui a été choisi pour faire le halftime est, vous avez compris, Kendrick Lamar. Alors moi, au tout début, je vois cette news, je me dis ok, sympa et tout. Et après, je vais voir où ça se déroule. Et je vois que c'est à la Nouvelle-Orléans. Et là, je suis un peu surprise. Comme pour beaucoup. On est tous beaucoup surpris. Alors, la polémique ne s'est pas fait attendre. Hein. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, petite explication de la polémique. Alors, Kendrick Lamar est choisi pour faire le halftime à la Nouvelle-Orléans. Ok, cool. Quand on connaît pas la scène du hip-hop, la scène du rap, etc., qu'on connaît juste la surface et qu'on est beaucoup dans le business, à proprement parler, c'est un peu ce que je pense que Jay-Z a pensé, on va pas se mentir. On se dit Kendrick Lamar, génial, rappeur de malade, et ça, on ne peut pas lui enlever. Un des meilleurs rappeurs de sa génération, ok. Kendrick Lamar a relevé le niveau cette année à Compton de nouveau grâce au clash de Drake en fait avec les disques qu'il a sortis, etc. Mais surtout le fameux disque qu'il a sorti contre Drake qui est Not Like Us, où il y a un clip qui est légendaire, plein de détails dans ce clip qui est magnifique, on va pas se mentir. Donc oui, Kendrick Lamar était dans la bouche de tout le monde une bonne partie de l'année 2024, en tout cas tout l'été, sans précédent. Il a réuni en fait toute la scène de la West Coast et il a chanté Not Like Us 3 fois de suite sur scène, un truc de malade. Bref, on va pas lui enlever le talent de Kendrick Lamar. Donc là, vous vous dites, génial, Kendrick Lamar, il a sa place dans le Super Bowl. Bien sûr, on ne lui enlève pas ça. La polémique vient de Kendrick Lamar et la Nouvelle-Orléans. Pour ceux qui sont dans la culture du hip-hop, pour ceux qui suivent le hip-hop, pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui connaissent autant la nouvelle génération que l'ancienne génération, donc je parle là du old school, mais même dans les années 2000, ce qui n'est pas si loin que ça. Et j'ai l'impression que des fois, les jeunes de maintenant ont oublié cette partie-là. Ceux qui sont dans le hip-hop et tout ça, comme je disais, savent qu'il y a une problématique. Savent que ceux qui a représenté la Nouvelle-Orléans qui est du sud, ok, qui a cartonné pendant les années 2000, énormément cartonné pendant les années 2000, qui a fait un énorme changement dans le hip-hop à ce moment-là, c'est Lil Wayne. Et oui, messieurs, dames, celui qui a le mieux représenté sa nation de la Nouvelle-Orléans et même qui a pondu Nicki Minaj, Drake, c'est grâce à Lil Wayne, les Tyga, et j'en passe. Lil Wayne qui fait partie de Cash Money, Birdman, tout ça. Là, on parle de la culture.
la culture, et pour ceux qui connaissent la culture, et comme moi, je pense qu'il y a une erreur. Effectivement, la polémique, je la comprends d'un point de vue culture hip-hop. Du point de vue culture hip-hop, nous avons un problème qui est que Kendrick Lamar n'est pas censé représenter à la Nouvelle-Orléans. C'est comme si on disait, il y a un événement qui se passe à Marseille, par exemple en France, et on ramène un gars de Paris pour représenter Marseille. Alors qu'on a SCH, Jul, Soprano, Alonso. Toi-même, tu sais, trop de bons artistes à Marseille. Pourquoi tu prends un gars de Paris pour représenter Marseille? Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi prendre quelqu'un qui vient de la West Coast, qui vient de Compton, Los Angeles, Californie, tout ça, toute cette côte-là, représenter le sud, la Nouvelle-Orléans, alors que nous avons un artiste, une légende, que dis-je, vraiment une légende du hip-hop, comme je l'ai dit, qui a changé la face du hip-hop dans les années 2000, messieurs, dames. C'est une réalité. Très fort en freestyle, Lil Wayne. Un bosseur de malade, rappeur de malade. Eh bien, lui, on ne le met pas. Alors qu'il est de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, tout ça, il est de là-bas. Mais pour représenter la Nouvelle-Orléans, on met Kendrick Lamar. Bon, bah voilà, la polémique est là. Et je vous ai sorti quelques déclarations parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été au créneau, en fait, par rapport à cette histoire. Alors, on a déjà une première déclaration que je vais vous citer, je vais la noter, de Jay-Z. Le premier concerné, parce que pour ceux qui ne savent pas, Jay-Z, la Roc Nation, etc., ont signé depuis 2020, je dirais, 2020 pour les représentations justement au Super Bowl, ok. Donc c'est grâce à lui que nous avons eu un Dr. Dre, qu'on a eu une Rihanna, un Usher, etc. Des artistes un peu plus dans le côté urbain hip-hop qu'on n'avait pas forcément beaucoup. On en avait eu, hein. On avait eu des Queen Latifah à une certaine époque. On a eu un Puff Daddy en 2002, je crois, Nelly, etc. dans les années 2000. Mais ça n'a jamais été un show complet de hip-hop. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été dans un mélange d'artistes. Queen Latifah a été mélangée à un autre artiste, je saurais plus vous dire lequel, maintenant je n'ai plus tout en tête. Mais voilà, donc on n'a jamais eu des artistes hip-hop réels. Et puis là, on a eu Dr. Dre, mais qui est venu avec toute sa team, donc Snoop Dogg, Eminem, 50, Anderson .Paak qui était à la batterie, bref, plein de refs. Mais là, Kendrick Lamar, ce sera le premier rappeur hip-hop qui va faire la scène tout seul. Enfin, qui n'est pas annoncé avec d'autres personnes, en fait. Ok. Ah oui, et ceux qui auraient oublié, Kendrick Lamar a participé aussi à la même team que Dr. Dre, Snoop, etc. Il a aussi fait le Super Bowl avec eux. Ok, légendaire, bref. J'ai ici la déclaration de Jay-Z, donc je vais vous la lire. Kendrick est vraiment un artiste et un interprète unique en son genre. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l'échelle mondiale. Son travail transcende la musique et son impact se fera dans les années à venir. Alors jusqu'à là, moi la déclaration, je la comprends. On comprend que Jay-Z a pensé entre autres à l'artiste qui est grand, évidemment. Et on comprend aussi que, oui, effectivement, Kendrick Lamar, on va en parler dans les années à venir. Hein. Il a un très grand impact dans notre culture hip-hop. Et on comprend aussi, si on regarde et on regarde par les mots, on comprend aussi que Jay-Z a pensé business, les gars. Parce que le Super Bowl, c'est aussi un business. Et il a pensé business. Et du point de vue business, il a raison. Il a raison, Jay-Z, de choisir Kendrick. C'est lui qui a marqué 2024. Il a raison. Voilà. Du point de vue business,
businessment parlant, pour moi, Jay-Z a raison de choisir Kendrick plus que Lil Wayne. Mais pour la culture du hip-hop, vous avez compris, pour moi, c'est pas le bon choix. Continuons avec les déclarations, où on a Lil Wayne qui s'est exprimé en mars 2024 dans un plateau de radio. Je vous cite, « Je ne vous mentirai pas, je n'ai pas reçu d'appel. Mais nous prions, nous croisons les doigts et nous travaillons dur pour qu'il y ait un prochain album pour que ce soit dur pour eux de ne pas me contacter. » Donc là, on voit que Lil Wayne, en sachant que le Super Bowl allait se faire à la Nouvelle-Orléans, c'était presque limite logique de choisir Lil Wayne pour représenter le Super Bowl avec toute la clique. Moi, j'aurais beaucoup vu Lil Wayne ramener Nicki Minaj sur scène, de ramener un Drake, de ramener toute sa team en fait. Toute sa team sur scène au Super Bowl avec les feats et tout ça. Et il a beaucoup de classiques, Lil Wayne. Beaucoup de classiques. Donc moi, j'aurais vraiment vu un très très bon show de Lil Wayne. Et on sent que il avait vraiment envie, quoi. Et je comprends totalement sa position. On a ensuite l'ingénieur du son. Alors, je n'ai pas sa déclaration qui s'est exprimé en fait sur Instagram en disant qu'il était déçu de cette décision, que pour lui, ce n'était pas normal de ne pas choisir pour la culture et pour honorer les grands artistes du hip-hop, parce que d'ici des années à venir, Lil Wayne ne sera peut-être plus là et on n'honore pas en fait son rap, son hip-hop, sa culture, son impact dans la culture du hip-hop. On a Master P aussi qui est monté un peu au créneau en déclarant qu'il était content pour Kendrick et qu'il comprenait le choix, mais qu'il demandait justement du coup un partage sur scène qui aurait un Kendrick avec un Lil Wayne. Ce que je pense que Kendrick Lamar, en tant que personnage et en tant que personnalité artiste, on sait que Kendrick est un rassembleur. D'accord ? C'est un rassembleur de la culture. Lui n'est pas un creep, n'est pas un blood. Il rassemble un peu comme un Tupac. Il rassemble les deux gongs. Ça s'est prouvé encore cette année sur scène où il a rassemblé la West Coast ensemble, où tout le monde était uni. Snoop Dogg en avait fait une vidéo sur son compte Instagram en disant que il avait le droit à sa couronne, Kendrick, vraiment c'était un des grands, etc. Donc moi je suis totalement d'avis que de Master P aussi, de dire que oui, à mon humble avis, je pense que Kendrick Lamar sera très fort capable d'inviter Lil Wayne, en sachant, en plus les polémiques, mais en sachant que Kendrick Lamar est quelqu'un qui honore aussi ses pairs, un petit peu, ses pairs old school, etc. Donc voilà, ça c'est la déclaration un peu de Master P. On a Nicki Minaj aussi qui est montée au créneau. Alors j'ai pas non plus toute sa déclaration parce qu'elle a lancé beaucoup de tweets comme ça qui étaient assez violents, mais qui prenaient totalement la défense de Lil Wayne, elle trouvait ça scandaleux de pas inviter, même pas de choisir Lil Wayne en fait pour représenter tout ça, du même avis que les autres, dire de honorer l'artiste qu'il est, etc. En disant même elle aussi qu'ils ne se rendent pas compte tout ce qu'il a fait pour elle-même, pour sa carrière à elle, etc. Que c'est presque lui qui l'a un peu faite à l'époque. C'est grâce à lui qu'elle s'en est sortie, qu'elle a été propulsée au devant de la scène. Donc voilà, on a eu là plusieurs déclarations pour tout ceci. Donc voilà, et pour vous donner un peu plus d'exemples dans tout ça, je vais vous citer un petit peu les Super Bowls depuis la supervision de Jay-Z, pour vous expliquer un peu les choix qu'il a eu. Alors en 2020, on a eu J-Lo et Shakira, où elles se sont produites à Miami.
En 2021, c'était The Weeknd, en Floride à Miami aussi. En tout cas, c'est les infos que j'ai été parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Si je me trompe, veuillez me le dire en commentaire parce que je peux peut-être me tromper. Mais j'ai l'impression que ça a été les 2 années suivantes à Miami. Donc voilà, alors pour Shakira et J-Lo, ça fait assez sens. Donc The Weeknd aussi. The Weeknd, c'est un chanteur canadien, un peu comme Drake. Donc finalement, voilà, il n'y a pas de schéma, de représentation. Puis c'est pas des artistes de la culture du hip-hop, là où j'y viens. En 2022, on a Dr. Dre, Snoop, Mary J. Blige, Kendrick, Eminem, 50, toute la team de la West Coast. Où est-ce que ça s'est produit? À Los Angeles. Et on se dit, c'est logique. Los Angeles, Compton, West Coast, Dr. Dre. Dr. Dre et toute la team qui est là pour représenter leur côté, leur West Coast. Donc, logique, donc le choix suit le cours. Dans la culture du hip-hop, c'est logique que ce soit eux qui représentent. On passe en 2023 avec Rihanna. Là aussi, très intelligent dans le choix. Rihanna, Arizona, on sait d'où elle vient. Logique. Et ensuite, on a 2024. Donc, cette année, on a eu Usher, où ça s'est produit au Nevada, Las Vegas, tout ça, paillettes. On connaît la carrière de Usher. Usher ne vient pas forcément de Las Vegas, il vient du Texas, mais qui fait partie de la même veine, en fait, de la même côte. Et Texas, Las Vegas, paillettes. Tout s'est retrouvé en plus dans le show, tout était représenté. Meilleur choix. Donc voilà, ce que j'ai envie de vous expliquer avec tout ça, c'est que les choix de Jay-Z jusqu'à présent, pour la culture du hip-hop, etc., pour la représentation de celui qui va représenter la côte, l'endroit où ils sont, a toujours été en accord en fait. Et là, nous avons un désaccord, comme je vous ai expliqué, parce que Lil Wayne vient de la Nouvelle-Orléans. Lil Wayne est celui qui a propulsé, je dirais pas le Sud, parce que le Sud, ça a été plus le Outkast. Il y a eu des Ghetto Boys, il y a eu des Scarface, ok, qui sont montés au créneau, Outkast, tout ça. Mais évidemment, Lil Wayne, T.I., tout ça ont contribué beaucoup à l'ascension, le développement en fait du Sud pour qu'il soit crédible dans tout le pays. Là actuellement, on va pas se mentir, c'est le Sud qui domine les charts, le hip-hop et tout ça. C'est pas forcément la West Coast, la East Coast actuellement. On va pas se mentir. Donc c'est beaucoup grâce à eux et c'est beaucoup grâce à Lil Wayne, la Nouvelle-Orléans, Louisiane, tout ça qui est monté au créneau et qui a dominé. Lil Wayne a dominé pendant longtemps le hip-hop. Donc voilà, moi si je dois donner un avis, c'est que je comprends la décision de Jay-Z, businessment parlant, et en même temps je ne la comprends pas au niveau de la culture du hip-hop et je comprends totalement la polémique. Parlons très brièvement de l'album de LL Cool J, notre grand artiste de New York. N'oublions pas, ça fait maintenant 40 ans qu'il est sur scène, 40 ans de carrière de LL Cool J. Et on se dit encore, mais est-ce que LL Cool J a toujours du jus? Pendant en tout cas 11 ans, nous n'avons pas eu un réel album de LL Cool J. Son tout dernier album a été en 2013, ok. Il s'est retiré un petit peu de la scène, il était plus sur, comme vous savez, il a été dans NCIS Los Angeles, il a été aussi dans un show que tout le monde a vu les images, etc. Bref, il a fait plein d'autres choses, LL Cool J, mais il a toujours été dans les prémices du hip-hop, il n'a jamais arrêté réellement si on regarde. LL Cool J, une légende. N'oublions pas la couronne pour LL Cool J. La couronne, très important. Et il revient avec un album. Il revient avec un album incroyable qui s'appelle The Force. Alors, un premier single sort en juin. C'est un single qui est en collaboration avec Fat Joe et Rick Ross. Très très bon single, très représentatif des trois. New York, tout ça.
superbe. On a un deuxième single qui sort qui s'appelle Patient, que j'ai surkiffé. Le clip est incroyable, simple, mais en fait, ça montre la passion pour le hip-hop, ce qu'il a comme passion pour le hip-hop, pour l'écriture, etc. Et on le voit en fait écrire sur des pages, déchirer, etc. Clip incroyable. Jusqu'à là, ces deux singles, je me dis, putain, ça va être incroyable. J'en avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur ça, sur les rappeurs old school qui revenaient un petit peu au devant de la scène. On avait parlé de Eminem avec son nouvel album. Là, on avait parlé de Nas qui revenait aussi avec DJ Premier, etc. Donc, et Snoop Dogg et Dre, j'ai hâte aussi que ça sorte. Hein. Nous avons du coup LL Cool J qui nous ressort un autre single un peu plus tard avec Sweetie. Incroyable single, moi j'ai beaucoup aimé. Un autre registre encore, clip superbe, incroyable aussi, qui représente totalement LL Cool J, Sweetie totalement aussi. Incroyable, tous les deux incroyables. Et du coup ça avance. On a du coup la tracklist et de toutes les personnes qui vont participer à cet album. Et on voit des noms incroyables. On voit un Snoop Dogg, on voit un Nas, on voit Eminem, on voit Sweetie, Busta Rhymes et plein de petites autres personnes qui sont dans l'album. Et là, je me dis, album incroyable, plein de belles collaborations. Donc, je ne vais pas en parler plus de cet album, à part dire qu'il est sorti il y a maintenant 1 semaine et demie. La première fois que j'ai écouté l'album, j'étais un peu dubitatif parce qu'en fait, j'étais pas dans le bon mood d'écouter cet album. Et je me suis dit, mais c'est bête parce que je surkiffe en fait tous les singles. Et le single avec Eminem est sorti avec le clip. Et je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Comment en fait je peux passer à côté de l'album? Et je l'ai réécouté avec un nouveau mood et je le trouve incroyable, des sonorités incroyables. Mais je n'en dirai pas plus, je en parlerai dans une vidéo dédiée en fait à cet album de LL Cool J que je suis actuellement en train de analyser et de écrire. Et juste dire que le single avec Eminem, incroyable. La collaboration incroyable. Quand on se dit que Eminem a toujours dit qu'il a été influencé par LL Cool J, que c'est grâce à lui qu'il a voulu se mettre au hip-hop, au rap, et qu'il a toujours énormément respecté LL Cool J. Il l'a toujours cité, tous ses pairs aussi, Eminem, un grand respect des OG, des old school, etc. De se dire qu'ils font leur première collaboration, alors que les deux viennent de sortir chacun leur projet solo. Moi, je trouve que voilà, c'est un rêve encore en plus acquis pour Eminem et une collaboration de dingue entre deux rois. On va pas se mentir, couronne pour Eminem, couronne pour LL Cool J, les gars. J'en parle pas plus. Allez juste écouter ce projet de LL Cool J, écoutez-le bien, écoutez les sonorités, écoutez les mélodies, écoutez les featuring, écoutez le débit. C'est trop. Franchement, c'est trop. Moi, j'ai surkiffé cet album, vraiment, vraiment. Passons à la dernière news de cette vidéo, messieurs, dames. J'ai nommé le retour de Linkin Park. Oui, merci, messieurs, dames. Ce groupe légendaire revient au devant de la scène avec une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. Alors, comme nous savons tous, Linkin Park ne s'était plus reproduit sur scène, rien sorti de nouveau, etc. depuis 2017, date à laquelle notre leader, chanteur du groupe, Chester Bennington, s'est donné la mort. On savait qu'il était en train de se battre contre les drogues, contre l'alcool, contre la dépression. Donc, il a fini par succomber à la tentation du suicide et il a malheureusement réussi son acte. Et alors, du coup, comme je vous ai dit, Linkin Park n'était pas revenu au devant de la scène. Et là, les fans étaient extrêmement heureux de revoir leur groupe revenir avec cette nouvelle chanteuse. On voit dans le live qui s'est produit le 5 septembre dernier.
les gens en folie, vraiment une énergie incroyable d'Emily Armstrong, un live incroyable, vraiment, une voix, une présence, une prestance, une énergie. Non, elle imposait. Elle est faite pour être dans ce groupe. Là, je vous parle de l'artistique, bien évidemment, et on a pas mal de polémiques qui se font pas tarder à arriver, hein, vraiment, vraiment dans le lendemain même, en fait, de ce live. On a pas mal de polémiques, on a pas mal de petits fans, alors pas tous, il y a beaucoup de fans qui ont beaucoup aimé, on les voit vraiment s'agiter dans la salle, ils sont très heureux de revoir le groupe, ils acclament Emily Armstrong, mais pour d'autres, et même, je dirais, la famille Bellington, ça ne passe pas. Et je vais vous expliquer tout ça. Mais avant d'expliquer tout ça, nous allons découvrir en premier lieu qui est Emily Armstrong pour que vous compreniez la polémique en soi. Emily Armstrong est une chanteuse, auteure, compositrice et musicienne américaine. Elle est cofondatrice du groupe rock Dead Sarah qui a été formé en 2005. Ok, elle se passionne extrêmement vite pour la musique et surtout par le rock grâce au groupe Nirvana, entre autres, une de ses grandes influences. Emily Armstrong a aussi une autre particularité qui n'est pas artistique, elle est plutôt privée. Emily Armstrong ferait partie de l'église de Scientologie qui, en Amérique, est vue un peu comme une secte. Alors, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de réelles preuves physiques, etc. Mais on dit que dans cette église de Scientologie, on a le droit à des violences, et entre autres du trafic un peu d'êtres humains, à base de violence, on bat les personnes, etc., etc. Tout ce qu'une secte pourrait faire à une personne, hein, je vous laisse imaginer. Donc, Emily Armstrong serait liée à cette église de Scientologie. Ok. Est-ce que vous me voyez venir avec la polémique? Eh oui, mais avant d'arriver à la polémique, comment Emily Armstrong est amenée à collaborer avec Linkin Park? Alors, c'est très simple. Emily Armstrong et Mike Shinoda, qui est un des cofondateurs de Linkin Park, commencent à faire une collaboration en 2009. Ils se retrouvent en studio, ils font des collaborations ensemble, etc. Et en fait, c'est pendant des années, ils vont collaborer sur plein de choses, que ce soit pour le groupe, etc. Tatati tatata. Jusqu'à ce que finalement, ils prennent tous la décision de se dire, bah, Emily Armstrong pourrait remplacer Chester dans le groupe. Et c'est comme ça que ça se fait. Là, donc, je vous ai expliqué un peu comment la collaboration s'est faite. Je vous ai expliqué qui est Emily Armstrong et le passé un petit peu de l'église de Scientologie. Ok. Et bah là, ça ne se fait pas attendre les polémiques parce qu'en fait, tout ce que Emily Armstrong représente en tant que personne avec cette église secte de l'église de Scientologie, c'est tout ce que Chester combattait en fait autant que son vivant. Il était contre le trafic d'humains, il était contre tout ça. Il se battait énormément. Lui qui a été aussi victime de viol en étant plus jeune. Donc, il y a cette polémique-là. Donc, c'est vraiment tout le contraire de ce que prenait notre chanteur principal, en fait, finalement, de ce groupe. Et ça fait comme un espèce de déshonneur envers notre Chester, qui repose en paix, évidemment, RIP à lui. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste l'église de Scientologie où vous dites, bon, c'est des polémiques par-ci par-là, mais des rumeurs. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'elle continue à faire partie de cette église de Scientologie, etc. Parce qu'on ne sait pas. Elle n'a toujours rien déclaré, en fait, Emily Armstrong. Par contre, on a une autre polémique qui se rajoute, qui est qu'il y a quelques années en arrière, alors pas il y a si longtemps que ça, finalement, je vous dis il y a quelques années en arrière, mais c'était pas il y a si longtemps que ça, elle aurait soutenu un acteur qui s'appelle Danny Masterson, qui a été condamné à 30 ans de prison pour 2 viols. Là, vous vous dites, ah là, ça fait beaucoup, là, quand même. Ouais. En plus, on dirait, c'est même pas on dirait, c'est que c'était une réalité. Danny
Matterson faisait partie aussi de l'église de Scientologie, donc ils seraient tous les deux partis de cette secte. Et ce serait peut-être le pourquoi du comment Emily aurait soutenu son ami Danny Matterson avec tout ce procès-là. Finalement, il a écopé de 30 ans de prison. Donc voilà, on rajoute tout ça et ça commence à faire des clans, ça commence à faire polémique, plein de déclarations sortent. De nouveau, alors le groupe Linkin Park ne s'est pas encore exprimé là-dessus, que ce soit Mike Shinoda et le reste du groupe. Il y aurait Emily Armstrong qui a fait une seule déclaration. Alors je ne reprends pas ses mots exacts, ce n'est pas la déclaration exacte, mais en gros, ce qu'elle explique, c'est qu'on lui avait demandé à l'époque, un jour, de soutenir la personne qu'elle considérait son amie. Okay, et là, on parle évidemment de Danny Matterson, mais qu'elle regrettait ce geste finalement. Elle n'a plus rien à voir avec ce monsieur Danny Matterson. Bon, ça c'est la seule déclaration qu'elle aurait donnée en fait par rapport à toute cette histoire. Elle ne dit rien, elle dit pas oui, elle dit pas non à cette secte finalement de l'église de Scientologie. Donc on ne sait toujours pas si elle en fait réellement partie encore, si elle est partie de là-bas, etc., etc. On ne sait pas tout ça. On a d'autres déclarations qui ressortent et beaucoup de la famille Bennington, ce qui est normal, et plus précisément du fils de Chester. Il s'est senti trahi et il dit que les fans aussi. Je cite, « Il est en train d'effacer tout doucement l'héritage de mon père pendant le mois de prévention contre le suicide. » Et il parle là de Mike Shinoda, parce que c'est Mike Shinoda qui a décidé d'engager Emily Armstrong dans le groupe. Il y a encore une autre déclaration que je vais vous donner ici. « Hey Mike, les gens n'ont pas de mal à accepter que Linkin Park se réinvente. Ils ont du mal à comprendre comment tu as engagé ton ami de longue date, Emily Armstrong, pour remplacer Chester Bennington, en sachant ce qu'elle représente. » Ce qu'elle représente, l'église de Scientologie, comme je vous ai expliqué auparavant. Donc ça, c'est 2-3 petites choses que j'ai sorties par-ci par-là. Je n'ai pas sorti toutes les déclarations, il y a eu beaucoup de choses. Le fils a beaucoup parlé, la famille a beaucoup parlé aussi. Il y a eu pas mal de ces petites polémiques-là. Donc ça passe totalement du côté artistique au côté privé. Donc en fait, c'est toute la représentation de Emily qui pourrait apporter dans ce groupe. Donc là, il y a deux cas de figure, deux cas d'école. Si, il y a des gens qui se focalisent que sur l'artistique. Et pour eux, effectivement, moi, je suis alors, je suis aucun avis. Là, pour le coup, j'ai pas d'avis à proprement parler sur cette polémique-là. Mais artistiquement, j'ai écouté les lives, j'ai écouté Emily Armstrong. Artistiquement, la voix, tout ça, incroyable. Live, incroyable. On va pas se mentir, on peut pas lui enlever le talent de la madame, d'accord ? Vraiment, elle a une énergie, elle a une symbiose, une prestance sur scène qui est assez incroyable en fait. Elle a totalement sa place dans ce groupe. Après, nous avons l'autre partie qui se dit, mais il y a la représentation. En fait, ça ne fait pas honneur à notre leader, Chester Bennington, décédé. Et là, on doit faire honneur à Chester, en fait. C'est ce que beaucoup le disent, etc. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, mais effectivement, je comprends aussi la polémique. Je comprends que ça puisse choquer. Mais pour l'instant, ça reste des rumeurs. Pour le coup, ça reste des rumeurs parce que, oui, on sait qu'elle a fait partie. Ça, on est d'accord. Mais on ne sait toujours pas si elle en fait partie, en fait. On ne sait toujours pas si elle est dans cette église-là encore, si elle est toujours dans cette secte, encore une fois. Donc, on ne sait pas tout ça. Donc, ça, c'est les polémiques qu'il y a eu autour du groupe, etc. Donc, comment ça va se finir? Je ne sais pas trop. Je pense qu'ils vont laisser peut-être tasser les choses, etc. C'est peut-être pour ça aussi que le groupe Linkin Park n'a toujours pas parlé. Mike Shinoda n'a toujours pas donné de déclaration là-dessus, n'a pas encore parlé, etc. Donc, on verra bien la suite de toute cette histoire.
Mais voilà, je devais vous dire et vous expliquer un petit peu tout cela. Outre toute cette polémique, le groupe nous a annoncé un album qui sortira le 15 novembre et il s'appellera From Zero. Et le premier single est sorti et elle s'appelle The Emptiness Machine. Donc, allez-y écouter si vous êtes fan de Linkin Park. Et voilà, messieurs, dames, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter toutes ces petites choses. Donc voilà, on se revoit très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Dites-moi un peu vos avis par rapport à tout ça, le Super Bowl, Linkin Park, tout ça, toutes ces nouvelles news, l'album de LL Cool J, s'il y a des gens qui ont déjà écouté l'album, etc. Donnez-moi tout ça, tous votre avis en commentaire, donc toujours de la belle et bonne bienveillance, bien évidemment, messieurs, dames. Et comme je vous dis, abonnez-vous, c'est gratos. Ciao!